Bonjour à tous, bienvenue dans notre cours. Aujourd'hui, nous allons discuter, échanger avec vous sur la bactériologie, essentiellement sur un germe très particulier qui est le Bacillus anthracis qui provoque l'anthrax ou la maladie du charbon. Avant de continuer, j'aimerais que vous puissiez d'abord liker cette vidéo, vous abonner sur cette chaîne, activer la cloche et régulièrement suivre toutes nos vidéos sur cette chaîne. Alors, voici le plan de la présentation. Nous allons discuter de la taxonomie et de la définition de la bactérie. Nous parlerons de l'habitat et de l'épidémiologie, des formes cliniques et de la pathogénie au fait. Ensuite, le diagnostic et finalement, nous allons finir par le traitement. Alors, nous savons que le bacillus en général, c'est une bactérie qui appartient au domaine des bactéria dans le phylum des Firmicutes et dans la classe des bacilli, l'ordre des bacillales et la famille des bacillacées. Et le genre, c'est le bacillus, dans lequel nous avons plusieurs espèces. Et j'ai mis une image très illustrative à gauche. En fait, le bacillus, c'est un bacille à gram négatif qui peut être encapsulé selon les cas. Ici, je parle de la Bacillus anthracis ou non, Bacillus cereus, cerevisiae et autres. C'est un germe qui a la capacité de produire des spores. Et la spore a une particularité, c'est qu'elle est centrale, non déformante. Et la particularité également, c'est que la sporulation se passe en aérobiose, en présence d'oxygène, contrairement au Clostridia ou Clostridium, dont la sporulation se passe en milieu anaérobie. Et donc le bacillus, c'est un germe qui est anaérobie facultatif et il croît très facilement sur les milieux usuels. Il peut être mobile, on l'a vu les cas pour les bacillus cerevisiae et d'autres. Et il peut être immobile, comme c'est le cas du bacillus anthracis. Pour ce qui est de ses caractères biochimiques qui vont aider évidemment à les définir, c'est un germe qui est catalase positif, uréase négatif. Il fermente les glucoses et il utilise les saccharoses, le maltose. Évidemment, il est Vosch Prochka positif et il est gélatinase positif. Et il a la particularité, c'est qu'il produit une exotoxine qui est très puissante et qui est très mortelle. Tenez, ce germe a un pouvoir invasif très 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 grand. En fait, quand vous êtes infecté par le Bacillus anthracis et que vous avez un passage sanguin, c'est qu'on appelle une bactériémie ou alors une septicémie, vous pouvez avoir entre 100 et 100 millions, entre 10 plutôt et 100 millions de bactéries par millilitre de sang, ce qui est énorme. Donc c'est un germe qui a un pouvoir invasif très très important. Et ceci va déterminer pourquoi il a une action fulgurante une fois qu'il a infecté l'hôte. Alors, pour ce qui est de la pathogénie et des formes cliniques que l'on connaît, j'ai voulu les combiner pour donner la compréhension et en même temps la symptomatologie. Comme ça, les deux événements sont compris. C'est une manière très pédagogique que j'ai volontairement choisie pour faire ces cours. Évidemment, le bacillus anthracis ou l'anthrax, il provoque ce qu'on appelle l'anthrax ou la maladie du charbon. Alors, chez les animaux, c'est en fait une maladie qui affecte les herbivores. Pourquoi? Les herbivores qui broutent dans les champs qui sont riches en spores. Les spores qui peuvent provenir qui peuvent naître à la suite des excréments, de la bouse que les animaux mettent dans les champs, etc. Mais les oiseaux, vous connaissez qu'il y a des oiseaux qui viennent dans les prairies, qui viennent également manger, prendre des graines, etc. Ces oiseaux également peuvent avaler des spores et évidemment ils peuvent développer la maladie. Alors, une fois qu'on se contamine, très rapidement chez les animaux, la forme qui est la plus classique, la plus connue, c'est la septicémie qui est très rapidement mortelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle crée ce qu'on appelle des œdèmes hémorragiques, des muqueuses, avec une exsudation de sang noirâtre à travers les orifices naturels. Quand vous voyez les vaches, les buffles,
Les hippopotames, une fois qu'ils sont infectés, tous ces animaux, vous allez voir qu'il y a un écoulement noirâtre au niveau des orifices, que ce soit notamment la bouche et les narines, etc. Et ces mammifères ou ces herbivores meurent dans un tableau d'édème hémorragique. Alors, de ce point de vue, les personnes qui sont exposées naturellement, ce sont les personnes qui travaillent dans les fermes, les agronomes, les jardiniers, les vétérinaires. Ça, c'est la profession, évidemment, mais les personnes qui manipulent également les produits animaux, que ce soit les laits, que ce soit les viandes, que ce soit les excréments, et même les fourrures, les poils des animaux, ça peut poser problème. Et même les couvertures de peau, et même le batteur des tam-tams. Il y a des cas qui ont été décrits où une personne a fait en fait l'anthrax et on a cherché parmi les antécédents, on s'est rendu compte qu'il jouait du tam-tam et le tam-tam avait été fait avec la peau de vache et cette peau, quand elle a été examinée, on y a trouvé plein de spores de Bacillus anthracis. Donc voilà. Et le risque zéro n'existe pas, vous voyez combien on peut être exposé. Ça, c'est chez les animaux. Alors, chez les humains, il y a plusieurs formes cliniques. La première forme dont je veux parler et m'étendre un peu plus, c'est la forme cutanée. Pourquoi la forme cutanée? C'est la forme qui est la plus fréquente. Elle est la plus fréquente en fait parce que voilà, elle survient par effraction cutanée et en général, elle reste circonscrite au point des pénétrations de ces spores. Alors, au point de vue pathogénique, c'est la spore qui entre dans les tissus, dans l'organisme, au niveau de la peau, ou très rapidement, elle va donner une forme active, une forme végétative, en fait, qui va se multiplier rapidement. Et une fois qu'elle se multiplie, elle va conduire à la libération d'une exotoxine puissante. Vous vous rappelez, dans la définition, l'une des caractéristiques du Bacillus anthracis, c'est de pouvoir produire une exotoxine puissante. Et cette exotoxine, en fait, va faire réagir l'organisme à travers une réaction inflammatoire qui, en fait, est faite pour contenir l'infection. Et il est important de savoir que cette infection va évoluer sous forme de papules. Les papules qui sont des élevures au niveau de la peau qui ne contiennent pas du liquide à l'intérieur. Et quelques jours après, les papules vont se transformer progressivement en vésicule, une éruption avec du liquide à l'intérieur. La vésicule va évoluer pour donner une pustule, ça veut dire une éruption un peu plus grande qui contient du pus à l'intérieur. Et la pustule va évoluer quelques jours plus tard vers une ulcération nécrotique qui donne une coloration noirâtre, nous le verrons sur les images. Il est important de noter que dans le cas de l'anthrax cutané, la pustule au niveau de la peau est appelée la pustule maligne. Pourquoi cette définition? Parce que cette pustule est entourée des vésicules tout autour et ça fait très caractéristique de l'anthrax. Quand vous avez déjà vu, vous avez l'habitude de voir, vous pouvez très facilement déjà présumer qu'il s'agit d'une infection voilà, à l'anthrax. Évidemment, ces ulcérations et ces lésions, notamment là où c'est noir, en général, ils ne font pas mal. Hein. Ils sont indolores. Pourquoi? Parce que la toxine crée une nécrose de la peau. Ça signifie que la peau est pourrie, il n'y a plus du tout les connexions nerveuses et donc vous ne sentez rien. Mais en fait, c'est une nécrose. Voilà pourquoi vous ne sentez rien. Alors, quand il n'y a pas de traitement antibiotique, ce bacille peut très rapidement passer la circulation, se proliférer en fait et passer dans les sangs. Et une fois qu'il passe dans les sangs, on a une autre forme qui peut entraîner la mort. Il est important de retenir que dans 80 à 90% des cas, la lésion guérit spontanément. Et c'est seulement dans 10% des cas qu'on peut avoir bien sûr ce qu'on appelle un œdème malin et qui peut conduire à un choc. Et au tout début de l'infection, je l'ai noté ici, il n'y a pas encore d'altération de l'état général, il n'y a pas de douleur, etc. Mais on va voir un peu plus tard que l'altération générale surviendra à un moment précis de l'infection. Je résume la pathogénie de l'anthrax, la forme cutanée. La forme cutanée
Elle débute par une papule, on l'a dit, de couleur rouge, qui est foncée, qui est indolore, ça signifie qu'il ne fait pas mal, et qui est prurigineuse, c'est un élément important. Ça chatouille cette papule. Et en général, elle apparaît entre 1 et 10 jours après avoir été exposée aux spores infectieuses. Elle va progressivement augmenter de volume, naturellement parce qu'il y a du liquide qui va entrer à cause de l'œdème. Elle va être entourée d'une zone d'érythème qui sera dure et avec un œdème important. Et ensuite, elle va évoluer vers ce qu'on appelle une vésicule qui va s'indurer. Et un peu plus tard, il va avoir une ulcération au niveau central avec ce qu'on appelle un exsudat, un liquide inflammatoire sérohématique. Et il y a la formation d'une escarre de couleur noire. C'est ça qu'on appelait la pustule maligne sur la diapositive précédente. Et parfois, selon la région qui est affectée, on peut avoir des adénopathies satellites. Si vous avez cette lésion au niveau de l'avant-bras, au niveau du bras, vous pouvez avoir des adénopathies axillaires. Si vous l'avez au niveau de la jambe, au niveau de la cuisse, vous pouvez avoir des adénopathies inguinales, etc. Et elles sont très fréquentes. À ce stade ici, lorsque l'anthrax avance et que vous avez des adénopathies et que l'ulcération avance, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une sensation de malaise et vous pouvez avoir des myalgies, des céphalées et vous pouvez avoir de la fièvre cette fois-là, des nausées, des vomissements. Et cela prendra en principe plusieurs semaines avant que vous puissiez guérir de votre blessure et que l'œdème puisse disparaître. Ça, c'est très important. Et même quand vous faites les suivis de vos patients, ou alors vous devez être au courant que ça ne va pas guérir d'emblée. Alors, voici quelques images que j'ai voulu partager avec vous, que j'ai prises sur les différents sites que j'ai mentionnés. Voici une forme cutanée d'anthrax au niveau du cou où vous voyez cette pustule maligne avec cette tache noirâtre. Et voici ici ces vésicules qui apparaissent après les papules. Ici, vous voyez bien des vésicules, ce sont des élevures, des éruptions cutanées qui contiennent du liquide à l'intérieur. Et progressivement, ici, c'est une lésion qui est ulcérée. Vous reconnaissez bien la tache noirâtre. Voilà pourquoi on a fini par l'appeler charbon, parce qu'il y a du noir, c'est comme la braise, et ici également. Et voici les deux autres images au niveau de cet index qui présente évidemment cette pustule maligne. Ce sont des lésions très caractéristiques. Comme vous le voyez, ça peut vous donner des idées, mais évidemment, ça ne suffit pas. Il faut associer les autres démarches, le contexte, etc., le diagnostic, l'histoire de la maladie pour évidemment arriver à trouver le diagnostic. Évidemment, voilà pourquoi je dis ça fait présumer, ça ne confirme pas nécessairement. Alors, la deuxième forme chez l'homme, c'est ce qu'on appelle l'anthrax, la forme pulmonaire. La forme pulmonaire réalise ce qu'on appelle l'anthrax classique ou la maladie des trieurs de laine. En fait, c'est une pneumopathie aiguë qui est due à l'inhalation des spores. Ça veut dire que vous avez inhalé les spores. Les spores, vous les avez inhalés par voie respiratoire, c'est clair. Alors, j'aimerais faire un stop ici pour dire ceci. Les spores des bacillus, ce sont des candidats parfaits pour être utilisés comme armes de bioterrorisme. Quelle en est la raison? La première, elle est simple, c'est que les spores des bacillus sont des très petites tailles, 1 à 2 microns, c'est tout petit. Ce qui fait que quand vous les inhalez directement, elles peuvent passer jusqu'aux alvéoles. Et quand elles passent jusqu'aux alvéoles, nous le verrons dans la suite, c'est qu'elles provoquent une détresse respiratoire aiguë pour lesquelles, si la prise en charge ne vient pas très vite, vous allez évidemment mourir. Ce qui fait que le comportement ou le potentiel de tuer très rapidement en fait une arme de bioterrorisme ou une arme biologique parfaite. Deuxièmement, c'est la stabilité de la spore. La spore est stable, que ce soit dans la terre, que ce soit à l'air libre, sur les objets. Elle peut exister pendant des années. Jusqu'à une dizaine d'années, les spores peuvent survivre. Vous voyez? Ce qui fait que très rapidement, vous pouvez les préparer, évoluer avec, vous déplacer avec, jusqu'à aller commettre votre forfait dans les cas de bioterrorisme ici. Mais ce n'est pas l'objet de ces cours. Ce cours vous donne des connaissances et des bagages assez avancés pour que vous puissiez savoir comment traiter, et dans le cadre de ce qu'on appelle le Global Health Security Agenda, que vous puissiez savoir vous comporter, réagir lorsque vous avez ces genres d'échantillons. Troisième élément, dans la forme pulmonaire, la mortalité est quasi
totale de 100%, la forme pulmonaire. Voilà pourquoi c'est un candidat de bioterrorisme. Ils viennent pour faire le terrorisme, pour tuer. Évidemment, ils utilisent une spore. On est sûr qu'elle va vous tuer dans les heures ou dans les jours qui viennent. Et quatrième élément, c'est la virulence qui est due à deux choses. La capsule et en fait la toxine. Et lors, pour ceux qui sont encore un peu plus jeunes, ils se rappelleront, le 11 septembre 2001, les attentats du World Trade Center à New York. Et voilà, avec les deux avions qui ont percuté les deux tours jumelles. Quelques jours après, il y a eu une attaque à l'anthrax, notamment à la Maison Blanche et dans d'autres institutions américaines, où des enveloppes avaient été envoyées contenant des spores de Bacillus anthracis. Évidemment, ça c'est un acte de bioterrorisme. Mais déjà, lors de la deuxième guerre, autour des années 40, lors de la guerre de Mandchourie, l'armée japonaise avait déjà utilisé les spores d'anthrax, bien sûr, pour tuer les ennemis. Alors, quelle est la pathogénie de cette forme pulmonaire, l'anthrax classique? C'est que vous commencez par inhaler parce que vous êtes allé dans les champs, vous étiez en train de balayer par exemple, vous étiez en train de couper l'herbe avec votre coupe-coupe, vous étiez en train de travailler dans une ferme, en train de labourer la terre, parce que quand vous labourez, bien sûr, vous pouvez soulever des poussières, et par hasard ou par accident, vous pouvez inhaler ces poussières, mais dans ces poussières, vous ne contrôlez pas exactement tout ce que vous avez inhalé, vous pouvez avoir inhalé des spores. Et si votre escalator mucociliaire n'a pas été capable de capter, de détecter ces particules pour les expulser, évidemment, souvenez-vous de la dia précédente, elles sont très petites, ces spores, et vous pouvez très facilement les avaler, et quand elles vont dans les alvéoles, c'est très dangereux. Et donc, une fois que vous avez inhalé, la maladie commence de manière insidieuse, de manière un peu plus calme. Vous avez un syndrome pseudo-grippal, une sorte de grippe. Et puis, la grippe ne s'arrête pas. En quelques jours, la fièvre devient plus importante et vous avez une douleur thoracique et une grave détresse respiratoire qui se développe. Dans ce genre de conditions, douleur thoracique, détresse respiratoire grave, c'est très difficile de penser à Bacillus anthracis. Il y a plein d'autres maladies du système cardiaque ou du système pulmonaire qui peuvent vous faire penser à ça, notamment l'embolie pulmonaire, etc. L'œdème aigu du poumon, bon, bien sûr, les tableaux un peu différents, mais ce sera très difficile pour un clinicien d'emblée, quand il reçoit un patient en ville, penser qu'il est en train de faire l'anthrax. Voilà pourquoi connaître l'épidémiologie est très important et travailler en multidisciplinarité, c'est très important. Le fait de diagnostiquer cette maladie est simplement en recherchant les lésions ou les affections soit au niveau du poumon ou alors au niveau du cœur seul ne devrait pas suffire dans ces cas parce que c'est autre chose qui l'aurait provoqué. Et évidemment, la détresse respiratoire se développe très rapidement et vous avez une cyanose des membres et vous pouvez développer un choc très rapidement et un coma. Et ensuite, parfois, il arrive que vous développez ce qu'on appelle une lymphadénite nécrosante hémorragique. Et elle va s'étendre aux structures du médiastin. Ça signifie l'espace qui se trouve entre les deux poumons, qui comprend donc le cœur, les péricardes et les gros vaisseaux. Et donc, vous allez avoir ces structures qui sont très, très affectées. Et en général, vous observez ce qu'on appelle un transsudat sérohématique et vous pouvez avoir un édème du poumon. Ce qui fait que cliniquement, le médecin qui vous examine peut penser à un édème aigu du poumon, peut-être oui, mais sur quoi, sur quel tableau? Ça ne sera pas les tableaux classiques, cardiaques ou autres, mais ici, ça sera dû à l'anthrax. Et vous pouvez avoir un épanchement pulmonaire. Quand on fait une radiographie du thorax, on voit un épanchement, une pleurésie. Mais en fait, elle est due à l'action de la toxine qui est le Bacillus anthracis, contrairement à d'autres où, voilà, maladies cardio-pulmonaires, vous pouvez les traiter différemment. Ici, il faudra penser qu'il s'agit de l'anthrax et faire la prise en charge qui convient. Et vous pouvez avoir une bronchopneumonie, parfois qui est très caractéristique. Et dans les formes graves, même une méningoencéphalite, même hémorragique, peut survenir. Et évidemment, vous pouvez aussi avoir des symptômes gastro-intestinaux. Ça, c'est important. Mais alors, qu'est-ce qui explique cela? En fait, le Bacillus anthracis possède deux facteurs de virulence. Le premier facteur, c'est la capsule.
Et le deuxième facteur, c'est l'exotoxine. C'est une exotoxine très puissante. Lorsque vous inhalez les spores vont être rapidement capturés par les macrophages alvéolaires, ce qu'on appelle les cellules à poussière, et qui vont les transporter rapidement dans les lymphonoeux, ce qu'on appelait anciennement les ganglions lymphatiques, dans les lymphonoeux médiastinaux et hilaires, donc au niveau des bulles pulmonaires, pour y être détruits. C'est ça le travail normal des cellules présentatrices d'antigènes, capturer les antigènes, etc. Mais dans ces cas, cette capture, c'est un peu comme dans le VIH, ça aura été une erreur. C'est tout ce que la bactérie attendait ou voulait. Et une fois la bactérie est dans les lymphonoeux ou les ganglions lymphatiques, les spores vont s'activer pour donner la forme végétative. Alors on parle de la germination des spores. Alors cette forme végétative qui est active va rapidement se reproduire et sécréter l'exotoxine. À ce moment-là, les cellules présentatrices d'antigènes, non les macrophages, qui pensaient avoir fait un bon travail en capturant un antigène, une bactérie, mais ici vont capturer la mauvaise bactérie, vont l'amener au mauvais endroit. Et au final, la bactérie va sécréter l'exotoxine. Une fois que cette exotoxine est sécrétée, elle va provoquer ce qu'on appelle une effusion pleurale avec des adénopathies hilaires que vous pouvez très bien voir à la radiographie du thorax. Après les adénopathies hilaires, on peut avoir un passage très facile dans le sang où la toxine va diffuser. Et dans les cas où cette toxine passe dans le sang, cela nous conduit évidemment à un choc toxique qui peut être souvent mortel. Il est important de savoir que la germination est gérée ou contrôlée par des plasmides, notamment les PXO1 et les PXO2, qui codent en fait pour la virulence de la bactérie. Ces plasmides ont malheureusement, pour la bactérie c'est parfait, mais pour nous les humains ou les animaux, à sang chaud, ces plasmides sont régulés à une température de 37 degrés. Ça veut dire qu'elles sont très activées, très optimales à la température corporelle. Voilà pourquoi elles exacerbent, elles accélèrent en fait les activités de germination, la production des toxines qui va finalement détruire la bactérie. Et vous aurez... ces plasmides sont également activés en présence d'une concentration importante de CO2, évidemment des protéines sériques. Et donc, en résumé, vous devez noter que la mortalité élevée de l'anthrax, la forme pulmonaire classique, est liée à ce qu'on appelle l'exotoxine qui est codée par le PXO1. Alors, parlons un peu de cette toxine, de cette toxine qui est codée par le PXO1. Elle comprend en fait 3 protéines qui, quand elles sont séparées, je suis clair, elles sont non toxiques. Cependant, quand ces 3 protéines sont mises ensemble, c'est alors qu'elles deviennent toxiques. Et elles deviennent toxiques parce qu'il y a 3 sous-unités différentes, la sous-unité A, la B et la C. La sous-unité A est appelée le facteur 1 ou facteur hématogène ou la sous-unité A, bien sûr, comme je l'ai dit. C'est quoi en fait la sous-unité A? C'est une adénylcyclase calmoduline dépendante. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente la concentration de l'AMP cyclique. Pour vous qui avez étudié la physiologie, vous savez le rôle que joue l'AMP cyclique, notamment dans la vasodilatation, etc. Alors, ici, l'AMP cyclique va perturber les fonctions des neutrophiles et va, à cause de la vasodilatation et de l'extravasation, va provoquer en fait des édèmes massifs suite à la perturbation de l'homéostasie hydrique. Et ces œdèmes massifs vont évidemment vous perturber. Voilà pourquoi au niveau du poumon, vous aurez une pleurésie, vous aurez ces adénopathies médiastinales, voilà, et parahilaires ou hilaires importantes, c'est ça. Le deuxième facteur, le facteur 2 ou la sous-unité B, il est appelé facteur immunogène ou facteur antigène protecteur. Pourquoi? Parce qu'il favorise l'entrée de ce qu'on appelle le facteur d'élongation dans la cellule phagocytaire. Et il provoque une forte immunogénicité de l'organisme. Le troisième facteur, le facteur 3, qu'on appelle le facteur létal ou le facteur protecteur ou la sous-unité C, il est encore très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est une enzyme, c'est une métalloprotéase de zinc qui a pour rôle d'inactiver la protéine kinase. Alors, une fois que la protéine kinase est inactivée, qu'est-ce qui va se passer?
les macrophages vont être stimulés à produire les TNF-alpha et l'interleukine 1, qui sont des cytokines pro-inflammatoires qui, une fois déchargées de manière tout à fait exponentielle, vont amener ce qu'on appelle un orage cytokinique qui finalement peut vous conduire à la mort. À part ça, il y a la capsule. On avait dit qu'il y avait deux facteurs de virulence, l'exotoxine et la capsule. La capsule est codée par le gène PXO2, en fait, qui stimule tous les gènes qui sont nécessaires à la synthèse et à l'inhibition de la phagocytose de la forme végétative. Voilà pourquoi, même dans le lymphonoïde, dans les ganglions, l'organisme n'arrive pas, ou alors les phagocytes n'arrivent pas du tout à phagocyter cette spore, évidemment parce qu'il y a l'action de ces gènes PXO2 et la capsule qui est tout autour, parce que vous savez qu'avant la phagocytose, il faut faire l'opsonisation. Et si l'opsonisation n'a pas réussi, il sera très difficile de faire la phagocytose. Voilà. La troisième forme clinique que l'on connaît et qui est décrite classiquement, c'est la forme gastro-intestinale. La forme gastro-intestinale en général, elle est due à l'ingestion des spores qui sont contenus dans les aliments, notamment la viande. Les gens qui mangent la viande crue, parfois la viande mal cuite, si elle a des spores, mais bon, après... vous n'allez pas m'empêcher de manger la viande braisée, voilà, les brochettes, etc. Bon, elles ne cuisent pas très bien, vous le savez, mais bon, elles ont leur goût parce qu'elles ne sont pas bien cuites. Mais voilà, c'est ça le goût de la viande, hein, etc. Mais le risque est que surtout quand vous êtes à la ferme ou alors vous êtes en ville, si la viande n'a pas été très bien nettoyée et que vous ne l'avez pas bien cuite, vous avez des risques évidemment d'avaler, d'inhaler les spores. S'il n'y en avait pas, tant mieux, gloire à Dieu. Le lait également, s'il est mal cuit ou alors mal préparé, il peut contenir des spores. Alors une fois que vous avez avalé ces germes, ils vont aller directement dans les tubes digestifs où ils vont subir le processus de germination qui va déboucher en la multiplication au niveau de la muqueuse intestinale. Alors une fois que la multiplication de bactéries s'est faite, il y a une très grande libération d'exotoxines et cette exotoxine va provoquer des lésions nécrotiques au niveau de l'intestin. Voilà pourquoi, au départ, vous avez des douleurs abdominales, d'accord, vous avez des nausées, des vomissements, et voilà, ces douleurs vont devenir sévères, violentes, parce qu'il y a des escarres intestinales qui vont être créées suite à la nécrose. Et la diarrhée qui était aqueuse au départ peut devenir sanguinolente, et évidemment, simuler une dysenterie bacillaire, pour lequel cas le réflexe serait de penser à Shigella ou alors à Salmonella typhi, mais dans ces cas, ce sera Bacillus. Et donc, si dans ces cas, au laboratoire de bactériaux, vous avez des selles diarrhéiques et vous faites votre copro, vous le ferez naturellement sur les milieux spécifiques Maconque, XLD, Ectoen, SS, agar, où le bacillus aurait moins de chances de pousser, ce qui fait que vous le raterez. Et comme on sait, par principe, on n'ensemence pas les échantillons de sel ou de copro sur gelose au sang par un milieu général. Bref, vous pouvez manquer les diagnostics en partie. Voilà pourquoi il faudra être assez méticuleux, bien se renseigner sur l'histoire de la maladie afin de comprendre clairement qu'est-ce qu'on peut faire et comment serait la procédure au laboratoire. Il existe également des formes septicémiques. Elles sont très célèbres et très particulières chez les animaux, on les a décrits, mais chez les humains, on peut avoir des atteintes méningées, des septicémies, mais bon, voilà. On ne va pas trop les décrire ici parce que, bon, voilà. Et ce sont les formes les moins fréquentes, elles sont plutôt fréquentes chez les animaux. Je voulais dire un mot sur le Bacillus cereus. On a parlé de l'anthracis un peu plus, bon, parce qu'il a un pouvoir épidémiologique important, il est impressionnant. Ça fait trembler tout le monde quand on parle de l'anthrax, la petite poudre dans l'enveloppe, au mouchoir, etc. Ça vaut le pesant d'or de pouvoir en discuter un peu plus longtemps. Mais évidemment, il existe d'autres bacilli. Les Bacillus cereus, ils causent une intoxication alimentaire. Évidemment, quand vous ingérez les spores, comme je l'ai dit tantôt, qui peut être présent dans les aliments cuits et même dans les aliments non cuits, tout comme dans les aliments cuits.
Une des caractéristiques des spores, c'est qu'elles résistent bien à des températures élevées. Elles peuvent résister à des températures allant de 80 à 110, voire 120 degrés. Il est commode que la plupart d'entre nous ne cuisent pas la nourriture à 120 degrés quand même, ce qui fait que quand vous avez des spores, très facilement, vous pouvez les avaler. Alors, une fois que vous les avez avalés, les spores vont faire leur germination, d'accord, dans la nourriture. Et ici, c'est un peu plus intéressant parce que la germination n'a pas lieu directement dans le tube digestif comme dans le cas des Bacillus anthracis, mais ici, souvent, la germination a lieu dans la nourriture parce que la nourriture, si elle a été un peu chauffée, elle va atteindre à un moment une température de refroidissement autour de 37-35 degrés. La PXO1 va être activée, évidemment la germination va commencer, la production d'exotoxines va être également importante. Mais dans ces cas, le Bacillus cereus produit de l'entérotoxine. L'entérotoxine qui se présente sous deux formes. La forme thermostable, en général, provoque un syndrome de toxi-infection, semblable à celui qu'on observe avec l'infection Staphylococcus aureus. Ça veut dire une période d'incubation très courte et vous avez des nausées, des vomissements très très violents, très sévères, avec une diarrhée qui vous arrive. Et une fois que vous avez expulsé à peu près le contenu alimentaire que vous aurez ingéré, évidemment cela part. Parfois, la toxine peut être thermolabile. Et dans ces cas, elle est semblable à l'entérotoxine que produit les Vibrio cholerae ou alors les Escherichia coli. Les conséquences sont à peu près les mêmes, les nausées, douleurs abdominales et la diarrhée qui peut aller jusqu'à 24 heures. En clinique, vous ne savez pas, en faisant votre culture, savoir que cette toxine est thermostable et thermolabile. Évidemment, ça c'est à partir des analyses génétiques ou alors biochimiques que vous pouvez détecter cela. Alors, après avoir donné la pathogénie, évidemment les formes cliniques qui se manifestent, comment on pose le diagnostic en fait de l'anthrax? Comment faire le diagnostic de l'anthrax? C'est très important. Ici, je m'adresse aux spécialistes, aux microbiologistes ou aux personnels qui ont des décisions à prendre ou alors qui interviennent dans la chaîne de la riposte, de traitement, de la prise en charge du diagnostic. Il est utile d'avoir le contexte épidémiologique. C'est très important pour toutes les maladies infectieuses. Ça ne suffit pas d'avoir les antibiotiques, les antiviraux, d'avoir des PCR, etc. Il faut avoir un contexte épidémiologique. Dans ce cas, il s'agira des animaux qu'on va retrouver morts en brousse, dans la savane, dans la forêt, dans le parc. Par exemple, actuellement, nous sommes le 16 avril 2025. Dans le parc national de Virunga, vous avez plusieurs hippopotames, des buffles qui sont morts presque tous les jours et cliniquement, les signes montrent qu'il s'agit de l'anthrax. Ce contexte-là est très important. Le contexte aussi, c'est savoir la profession des personnes qui sont infectées. Bon, il dit qu'il vient de l'Europe, voilà, il a transité par plusieurs aéroports, voilà. Il présente les symptômes. Bon, c'est difficile de penser à l'anthrax d'emblée, mais s'il dit qu'il vient de la savane, c'est un éleveur, il fait l'élevage dans le parc, c'est un garde-parc, c'est un jardinier, etc. Ça vous donne le contexte très clair. Mais parfois, le contexte, c'est un diagnostic post-mortem. Vous trouvez les animaux, et c'est ça qui est arrivé d'ailleurs dans le parc Virunga. On a trouvé des hippopotames, des buffles, des antilopes qui étaient déjà morts. Et en regardant les lésions, les exsudats noirâtres, etc., ça suggérait. C'est très important. Juste un petit point. Les Bacillus anthracis, c'est l'une des rares bactéries qui provoque ce qu'on appelle une hypocoagulabilité du sang. Le sang ne se coagule pas quand les animaux meurent. Ce qui fait que dans le cas d'anthrax, même quelques jours après, vous avez encore la possibilité de prélever du sang en post-mortem à cause de l'hypocoagulabilité du sang, contrairement aux autres germes, etc. Il est aussi important de savoir que la moelle osseuse peut garder la bactérie viable jusqu'à 8 jours, ce qui fait que vous pouvez faire des ponctions médulaires. Ça dépend. Chez les humains, je ne vous les recommande pas. Vous avez assez des liquides de fluide biologique pour prélever. Vous n'allez pas seulement aller chercher à faire une ponction médulaire qui n'est pas facile à faire. Vous devez avoir le petit équipement qui va avec.
etc. Chez les animaux, oui, bon, quand vous avez déjà les exsudats hémorragiques au niveau du nez, des narines, au niveau de la bouche, etc., c'est déjà assez suffisant. Bon, vous n'allez pas dire, moi, le prof Daniel Moukadi a dit ponction médulaire, alors vous allez faire la ponction médulaire. Bon, ce n'est pas très important. Il faut savoir que ça existe, c'est faisable quand vous avez les conditions. Alors, quels prélèvements se font? Vous pouvez prélever les lésions cutanées, les crachats, les selles, le sang, les liquides d'effusion au niveau des orifices naturels des animaux, les liquides pleurales, les liquides d'acide. Vous pouvez le faire. Le diagnostic le plus simple, vous pouvez faire votre examen microscopique après la coloration des grammes et vous aurez les bacilles gram positifs à bout carré en général et qui peuvent se présenter souvent en très longue chaîne. Et si vous avez de la chance, vous pouvez avoir des spores qui sont centrales, non déformantes. Parce qu'il y a des bactéries qui ont des spores, qui sporulent, mais leurs spores peuvent être latérales, non déformantes. Mais ici, il s'agit des bactéries qui ont la forme centrale. Alors, une fois que vous avez fait la coloration de grammes, vous avez des bacilles gram positifs à bout carré qui peuvent être en longue chaîne ou en courte chaîne, mais souvent ce sont des longues chaînes. Et si vous avez la chance, vous pouvez avoir des spores centrales non déformantes. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle le test d'Ascoli. C'est une réaction immunologique en fait qui conduit à une précipitation de l'antigène. Donc vous avez un tube dans lequel vous mettez un tube dans lequel il y a les antisérums, les anticorps anticharbonneux, ici en bas comme vous pouvez le voir sur la diapositive, et vous ajoutez votre échantillon qui contient les bactéries ou soit alors les cultures pures. Une fois que vous ajoutez à la zone qu'on appelle la zone d'équivalence, il y aura les phénomènes de précipitation à cause de la réaction antigène-anticorps. Comme vous pouvez le voir, les antigènes du Bacillus anthracis vont se fixer aux anticorps dans une zone particulière qu'on appelle la zone d'équivalence. Et au point de vue macroscopique, vous allez observer dans votre tube à la zone de jonction entre les échantillons et l'antisérum ou les liquides contenant l'antisérum, vous allez observer cette turbidité qui en fait correspond à une précipitation suite à la réaction antigène-anticorps. Alors, en résumé, ce que vous devez savoir du diagnostic, je vais les résumer, je ne veux pas aller loin, c'est juste que si vous avez les bactéries qui sporulent ou qui donnent des spores, d'accord, ou des bâtonnets gram positifs qui donnent des spores, vous faites le test à la catalase. Et une fois que les bactéries sont catalase positifs, comme étant aérobie, vous allez regarder la morphologie des spores. Quand les spores sont arrondis, vous pouvez penser qu'il s'agit du Brevibacillus sphaericus. Mais quand les spores sont ovalaires ou ellipsoïdes, vous allez passer de ce côté de la branche où vous allez faire le test à la lécitinase. Quand le test à la lécitinase est négatif, vous allez mettre les milieux sur citrate pour voir s'ils sont citrates positifs ou négatifs afin de poursuivre les identifications jusqu'au bout. J'ai mis pour mémoire, mais en pratique, je doute fort que la plupart des microbiologistes s'occupent de toutes ces bactéries, de tous ces bacillus, excepté ceux qui ont un intérêt médical important. Il est juste à noter que les germes qui sont lécitinases positifs, il y a entre autres les Bacillus anthracis, les Cereus, les Thuringiensis, les Mycoides et les Brevibacillus laterosporus. Ce sont ceux pour lesquels vous pouvez faire les tests à la lécitinase. J'ai mis la coloration des grammes ici pour vous montrer les bâtonnets grammes positifs, comme vous pouvez le voir sur cette image au-dessus, avec cet halo clair ou cet espace clair que vous voyez au sein de la bactérie. En fait, c'est la spore qui est de forme ovalaire
elle a une localisation centrale, comme vous le voyez sur ces images, et elle est non déformante, elle ne déforme pas la bactérie. Comme vous voyez cette image, c'est typique d'un bacillus, et notamment d'un bacillus anthracis, qui a donc une spore qui est centrale, non déformante. Et comme vous le voyez, ça fait des longues chaînettes, comme ici. Et évidemment, ici, vous avez des longues chaînettes. Ici, c'est dans un liquide biologique. Et vous voyez bien le neutrophile, le polynucléaire neutrophile tout autour. C'est dans un échantillon, je pense, de crachat. Et vous avez les bacillus à l'intérieur. Ça, c'est l'anthrax, la forme pulmonaire avec beaucoup de globules blancs à l'intérieur. Et donc, le diagnostic, coloration des grammes, les tests biochimiques, on va le voir sur la dia qui suit. Vous pouvez ensemencer les échantillons sur un milieu général. Le plus simple, déjà, il pousse sur la gélose au sang. Et quand il pousse sur la gélose au sang, vous allez lire les caractères culturaux de ces bactéries. Et vous pouvez évidemment les détailler et pouvoir identifier grâce aux abacs. Vous devez noter une chose, que le Bacillus anthracis a une capsule et la conséquence directe, il est encapsulé et il est immobile, contrairement au Bacillus cereus qui lui n'a pas de capsule et il est mobile. Le Bacillus anthracis c'est parmi les bacillus qui sont immobiles. Il produit une exotoxine à 3 composantes ou 3 sous-unités, nous l'avons vu, tandis que le Bacillus cereus lui produit une entérotoxine. Le Bacillus anthracis ne provoque pas d'hémolyse sur la gélose au sang. Donc, dans les caractères culturaux, vous allez regarder l'hémolyse. Les Bacillus, normalement, ne doivent pas avoir l'hémolyse, contrairement au Bacillus. L'anthracis ne doit pas avoir d'hémolyse, contrairement au Cereus. Ou alors les subtilis que vous voyez dans les contaminations, dans les boîtes des géloses au sang. Quand les boîtes des géloses au sang sont contaminées par les bacillus, c'est souvent les bacillus subtilis qui entraînent une hémolyse massive. Alors, là, le Bacillus anthracis est sensible à la pénicilline, ça c'est important de le noter, contrairement au Bacillus cereus qui est résistant. Et cliniquement, on avait parlé des diarrhées sanglantes et des non sanglantes. Les autres tests biochimiques, nous avons, c'est un germe qui est anaérobie facultatif, donc il est catalase positif, il ne produit pas d'uréase, c'est un élément important. Quand vous le mettez sur des milieux d'identification biochimique, il produit du glucose, il produit du saccharose et il produit également le maltose et il est Vosch positif et il produit la gélatinase. Voilà pourquoi on a arrêté parmi les germes qui produisent les enzymes, la gélatinase, il y a les bacillus. Et étant donné que c'est un germe qui est assez courant et assez commode dans l'environnement, lorsqu'auparavant on faisait des milieux de culture à la gélatine en lieu et place de l'agar, déjà les milieux étaient fondus par les gélatinases des bacillus, ce qui fait qu'on ne pouvait pas isoler les bactéries dessus. Vous pouvez également utiliser l'immunofluorescence directe. Dans l'immunofluorescence directe, vous mettez votre échantillon en contact avec une substance fluorescente, un fluorochrome. Et ensuite, une fois que vous les avez mis, vous les mélangez, vous incubez. Les parois de ces bactéries vont fixer les substances fluorescentes, ensuite, ou les fluorochromes. Ensuite, vous pouvez maintenant faire la lecture sur un microscope, par exemple, à fluorescence. Et vous pouvez bien sûr avoir les images des fluorocéines sur les bactéries qui vous décrivent évidemment la forme. Comme ici sur 2A, vous voyez bien les longues chaînettes formées des bacillus. C'est plus facile. Vous pouvez faire la PCR, que ce soit la PCR conventionnelle ou la PCR temps réel. Bon, ceux qui ont assez de ressources, des moyens, ils peuvent avoir des amorces particuliers pour faire des PCR, mais ce n'est pas très commode, notamment en Afrique, de faire des PCR classiquement pour les bacillus. Par contre, c'est plus facile de les cultiver. Vous pouvez faire la PCR conventionnelle et quand vous avez le produit PCR, vous le faites migrer sur gel d'agarose ou d'acrylamide et puis vous avez les bandelettes et puis vous allez poursuivre avec le séquençage par la méthode des Sanger pour avoir les résultats, ou alors la PCR temps réel où les résultats seront affichés. Il y a un autre élément important que vous pouvez utiliser, c'est la sporulation, les tests de sporulation. Ce sont des bactéries qui produisent des spores, ce sont des bactéries qui sporulent et donc vous pouvez faire la sporulation. Comment ça? Vous pouvez vérifier la sporulation par un colorant très spécifique qui est le vert des malachites. En fait, vous étalez le produit sur votre lame, comme vous le voyez ici. J'ai mis l'image à droite, voici la lame et vous étalez le produit pathologique.
Ensuite, vous recouvrez la lame avec le verre de malachite 10% et vous laissez la coloration pendant 45 minutes, comme vous pouvez le voir ici. Après les 45 minutes, vous rincez à l'eau courante. Après avoir rincé à l'eau courante, vous recouvrez la lame avec la safranine 0,5% pendant 30 secondes seulement. Et après cela, vous séchez et puis vous allez lire à l'objectif 100 et avec l'huile bien sûr, et vous verrez que les spores apparaîtront vertes et les bacillus apparaîtront rouge rosé. Ça, c'est la coloration au vert malachite. Et il y a une variante de la coloration au vert malachite, celle que j'ai mise à droite, c'est quand vous faites la coloration vert malachite par la méthode des Schaeffer-Fulton. Dans la méthode des Schaeffer-Fulton, vous étalez votre produit pathologique, vous versez, vous recouvrez la lame avec le verre malachite pendant 45 minutes. Non, vous recouvrez avec le verre malachite, pas pendant 45 minutes, mais vous prenez la lame, vous la déposez sur un vaporisateur et vous vaporisez, vous soumettez la lame à la vapeur pendant 5 minutes. Contrairement à la méthode de gauche, vous incubez pendant 45 minutes. À droite ici, vous mettez la lame sous la vapeur pendant 5 minutes. Et pendant 5 minutes, ceci va permettre de fixer, d'imprégner également la coloration. Une fois que vous avez fini ceci, vous lavez la lame ou vous la rincez à l'eau courante, comme ici sur cette méthode. Ensuite, vous ajoutez la safranine 0,5% pendant 30 secondes. Et finalement, vous allez faire la lecture. Quand vous faites la lecture, c'est clair, les bacilli apparaîtront rouges et les spores rouges ou rosés et les spores apparaîtront comme des petites granules à l'intérieur des colorations vertes comme le malachite. À part ça, vous pouvez faire ce qu'on appelle le milieu de sporulation. Vous pouvez utiliser le milieu de sporulation. Il existe quelques milieux de sporulation qui sont connus, qui sont disponibles sur le marché, notamment la gélose nutritive mélangée au chlorure de manganèse ou alors la gélose nutritive mélangée au sulfate de manganèse. L'astuce ici est que vous laissez la colonie ou la bactérie vieillir, les souches ou les cultures vieillir. Pourquoi? Parce que quand elles vieillissent, les nutriments s'épuisent dans les milieux de culture et quand les nutriments s'épuisent, la bactérie commence à sporuler pour s'enquister, pour se protéger et c'est une forme de survie. C'est ainsi que vous pouvez la laisser au moins 10 jours. À partir de cela, vous pouvez prélever les colonies qui datent de plus de 10 jours. Étant donné que les nutriments dans les milieux de culture se sont épuisés, très facilement les bactéries vont produire des spores. Et ensuite, vous étalez maintenant le produit pathologique sur l'âme. Et une fois que vous avez étalé sur l'âme, vous pouvez maintenant faire la lecture au microscope à contraste de phase. Et quand vous faites la lecture au microscope à contraste de phase, les spores apparaîtront brillantes et de forme irrégulière, comme vous le voyez sur ces images. Voici les spores, qui sont les petites structures ovalaires de forme irrégulière et brillante sur les bâtonnets. Voici un bâtonnet, un bacilli avec la spore. Voici un autre avec la spore. Voici la façon dont ils apparaissent après avoir été ensemencés sur les milieux de sporulation. En résumé, comment est-ce que vous confirmez une infection à Bacillus anthracis ou Bacillus en général? Le Bacillus anthracis est un pathogène avéré. Lui n'est pas contaminant, etc. C'est un pathogène avéré. Ça veut dire que quand vous l'avez dans les bonnes conditions, vous devez déclarer la personne comme étant malade, vous devez confirmer l'échantillon comme étant positif. Vous devez avoir le contexte clinique et épidémiologique. Profession, métier, exposition aux animaux, etc. Exposition à certaines habitudes, les tam-tams, les fourrures, les poils, manipulation des excréments, des produits animaux, etc. Notamment les herbivores, présence ou séjour dans les prairies, ça peut être ça peut orienter. Dès lors que vous êtes sûr de la qualité du prélèvement, vous avez exclu les contaminations. Dès lors que votre laboratoire est fiable, ça veut dire que les résultats sont non discutables, vous pouvez confirmer le diagnostic. J'ai mis un exemple en vert, c'est par exemple lorsque vous avez une hémoculture ou alors vous avez des examens de crachat chez une personne qui est infectée et qu'en culture pure, vous isolez les bacilles gram positifs sur des colonies et vous faites la coloration des grammes, vous avez des bacilles gram positifs, d'autres qui ont tendance à produire les spores. Ça signifie que vous avez une culture pure, il n'y a que ces bacilles-là ou ces colonies de bacillus.
et vous le refaites à plusieurs reprises, vous n'avez que la même chose et vous avez un germe en grand nombre et chez le même individu, vous avez le droit de confirmer une infection au bacillus et notamment au bacillus anthracis. Alors, pour finir je vais aller vers la fin. D'abord, le traitement. Ce que vous devez savoir, c'est que quand c'est un charbon cutané, ça veut dire l'anthrax forme cutanée, où il n'y a pas d'œdème important. Vous avez vu que dans les symptômes, il y a parfois l'œdème avec le membre qui est tuméfié à cause des vésicules qui peuvent être massives voilà. Et à cause également de la toxine avec l'action du PXO1 qui peut entraîner notamment les facteurs 1 qui est le facteur édématogène qui va provoquer une inflammation suite à la production importante de l'AMP cyclique, etc. Quand vous avez un charbon cutané sans œdème important et qu'il n'y a pas de symptômes systémiques ou il n'y a pas de risque d'exposition par inhalation, vous pouvez le traiter avec les antibiotiques normalement pendant 7 à 10 jours. Le premier antibiotique, c'est la pénicilline G. Mais vous pouvez donner les quinolones. Les doses ici sont indicatives. Hein. Je n'enseigne pas les cours de maladies infectieuses pour vous donner les doses, etc., les traitements. Mais vous avez les antibiotiques, les quinolones, que ce soit la ciprofloxacine, la lévofloxacine ou la moxifloxacine, selon les cas. Il ne faut pas aller tout utiliser à la fois parce que vous avez suivi cette vidéo. L'usage des antibiotiques doit être rationnel et doit se faire par les professionnels qui connaissent les doses, les indications et des préférences après avoir fait l'antibiogramme, pas sans antibiogramme. Dans le contexte épidémique, c'est différent bien sûr et il y a d'autres stratégies qu'on utilise. La doxycycline peut également être efficace ou l'amoxicilline, etc. Mais quand vous donnez l'amoxicilline, sachez que vous pouvez aller plus loin pendant longtemps, jusqu'à 8 semaines. Souvenez-vous, la lésion prend plusieurs semaines avant de disparaître. Vous pouvez également utiliser les gros antibiotiques dans des formes graves. Quand vous avez par exemple l'anthrax, la forme pulmonaire, vous pouvez utiliser la linezolide, la clindamycine, le chloramphénicol qui ne se donne presque plus, mais linezolide, clindamycine, rifampicine peuvent être très très utiles. Les détails du cours, les détails de la prise en charge sont donnés dans les cours de MIP ou de PIP, pathologie infectieuse ou parasitaire ou maladie infectieuse et parasitaire. Ici, je donne les principes simplement et voilà. Quel est le pronostic de l'anthrax? Vous devez savoir que la mortalité dans l'anthrax qui n'est pas traitée varie selon les types d'infection. Ça reste capital. L'anthrax par inhalation, ça veut dire la forme pulmonaire et la forme méningée, c'est 100% des morts. Voilà pourquoi c'est une forme de bioterrorisme, en fait, qui est adaptée au bioterrorisme et donc qu'on doit traiter en toute urgence, sinon vous mourrez. L'anthrax cutané, en général, la mortalité est à seulement 10 à 20%. Je suis chez l'humain. C'est très important de le noter, 10 à 20%. Dans la forme gastro-intestinale, on peut aller jusqu'à 40%, surtout quand il y a déshydratation, perte de sang importante, diarrhée sanglante et qu'on tarde et on tourne en rond et qu'on ne soigne pas avec les bons antibiotiques, on peut y arriver. Et puis les mesures de réanimation ne sont pas appropriées. On peut atteindre jusqu'à 40% de mortalité. La forme oropharyngée est à 12 à 50% de mortalité. Vous l'aurez vu sur mes 3 dernières lignes sur cette diapositive qu'il est intéressant et absolu d'associer les mesures de réanimation. Il y en a pour qui l'hospitalisation sera requise, l'oxygénothérapie, la ventilation, la correction des troubles hydriques, électrolytiques, parfois même en cas de choc, les amines vasopressives seront indiquées. Pourquoi? Parce que la mortalité doit être réduite. Comment on prévient l'anthrax? Il existe un vaccin contre les charbons. Le vaccin est fait des filtrats de culture, mais qui n'ont pas de cellules. Ça veut dire qu'ils ont juste des protéines antigéniques qui peuvent être immunogènes, mais qui n'ont pas en fait des bactéries viables. Et on peut les administrer aux sujets à risque, tels que ceux qui sont exposés à ces animaux. C'est important. Vous avez vu les militaires, les vétérinaires, les techniciens des laboratoires, les fermiers, les agronomes, etc. On ajoute les ouvriers du textile. Quand vous travaillez sur les poils des animaux, notamment les poils des chèvres importés, bon, ça c'est si vous êtes européen ou américain, ou voilà, les poils des vaches, etc. Dans le textile, ça peut vous exposer. Souvenez-vous l'histoire du tam-tam et des joueurs de fourrure qui a fait
l'anthrax, forme pulmonaire. Ce vaccin ne contient pas de bactéries, hein, donc que ce soit vivantes ou mortes, c'est juste des filtrats. Et il est parfois nécessaire de répéter la vaccination, voilà, jusqu'à 5 doses en intramusculaire pour assurer une protection. Mais la protection, comme vous le voyez, bon, voilà, elle est à 93% chez les personnes qui sont capables de compléter la série de 5 injections intramusculaires. Vous voyez que ce n'est pas évident hein, pour une personne normale voilà, qui accepte de se faire piquer 5 fois, sauf si elle est moi par exemple, j'ai pas de problème avec des piqûres, mais c'est incommodant pour la plupart des gens de prendre le vaccin autant de fois, 5 fois, etc., pour avoir la dose complète. Mais après, la santé vaut tout et il est important. Mais il est à noter qu'on peut avoir aussi des réactions locales hein, au vaccin ou des allergies, étant donné que vous utilisez des protéines voilà, antigéniques. Mais que peut-il arriver ou que pouvez-vous faire lorsque vous êtes exposé? Vous sentez que vous êtes passé dans une prairie, vous aurez avalé, inhalé quelques spores avant même que les symptômes se manifestent. Vous aurez bu le lait de vache ou ce serait tombé sur vous, ou vous auriez fait, si vous êtes vétérinaire, mettre bas par exemple une vache et puis finalement il y a du produit sanguin où la vache était dans une phase septicémique et qu'il y a des spores ou alors des bacilles sur votre organisme. Vous pouvez prendre des antibiotiques, vous pouvez vous faire vacciner, vous pouvez prendre des anticorps monoclonaux. Quand vous êtes asymptomatique, même les femmes enceintes et les enfants, puisque c'est très à risque et que vous êtes exposé au charbon, surtout par voie respiratoire, je répète, surtout par voie respiratoire, vous pouvez prendre des antibiotiques en prophylaxie par voie orale pendant 60 jours. Alors, c'est une grosse responsabilité de donner à quelqu'un des antibiotiques pendant 60 jours, étant donné la forte probabilité de développer des résistances, les effets secondaires avec certains antibiotiques, surtout quand c'est chez un enfant, vous allez donner, ici vous avez vu les quinolones. Les quinolones, vous savez bien qu'ils interfèrent avec la croissance des enfants au niveau des cartilages. Ou alors, chez d'autres personnes, ils peuvent avoir d'autres effets secondaires et qui peuvent ne pas être supporté pendant 2 mois. C'est trop, c'est absurde. Voilà pourquoi il est très important de savoir quand donner et quelles sont les indications et si réellement le risque est réel. Au lieu de mourir, on peut développer les résistances, etc. Vous pouvez également donner la doxycycline. Hein. Vous pouvez donner la lévofloxacine ou la moxifloxacine, les dalacin. C'est quand même intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une bactérie et nous avons un panel quand même assez large, un éventail assez large d'antibiotiques qui peuvent être administrés, soit pour la prophylaxie, soit pour les traitements. Logiquement, la mortalité devrait être faible, mais ceci implique que l'on puisse détecter à temps et de la bonne manière les différents micro-organismes, et cela va beaucoup aider. Et dans certains cas, vous pouvez savoir que la ciprofloxacine peut être contre-indiquée ou la doxycycline selon les cas. Voilà, chers amis, mes followers, chers collègues, chers confrères, le résumé de ce que je voulais partager sur l'anthrax. Bien sûr, il y a des questions, des réactions, des éléments qui sont incompris. Je ne vais pas non plus avoir la prétention d'avoir tout couvert uniquement en faisant 24 ou 25 slides. Ce n'est pas assez suffisant, mais j'essaie de résumer ce que vous devrez connaître qui peut être utile. Alors, si vous avez aimé notre vidéo, rendez-vous sur notre site, veuillez vous abonner pour recevoir des mises à jour régulières, mais surtout pour avoir des posts réguliers de nos vidéos. Merci pour votre aimable attention.